Merci beaucoup, Michel Sebag, d'avoir accepté cette audition pour TESACO, le projet Technologie émergente et sagesse collective, donc, qui est dirigé par Daniel Andler, ici présent pour l'Académie des sciences morales et politiques. Et je voulais, avant qu'on commence à te poser des questions, faire une brève introduction, dire que tu es directrice de recherche au CNRS, que tu co-diriges une équipe INRIA avec Marc Schonauer sur le campus de l'Université Paris-Saclay. Alors, c'est une équipe qui s'appelait anciennement TAO et qui est aujourd'hui nommée TAU, TAU, pour Tackling the Unspecified, donc aborder les questions non spécifiées, si je traduis bien, si tu es d'accord avec cette traduction. C'est underspecified, mais c'est exactement l'idée. Ah, d'accord. Et puis, tu as une formation d'abord en mathématiques à l'École normale supérieure, et puis une expérience d'ingénieur et une thèse en informatique. Et tu es membre de l'Académie des technologies depuis 2017. Mais ce qui est très important pour nous dans le cadre de cette audition sur l'IA, sur l'intelligence artificielle, tu es spécialiste d'apprentissage machine, qui est quelque chose sur lequel tu as beaucoup publié, beaucoup travaillé, et que tu enseignes aussi depuis des années, notamment au master d'informatique à l'Université Paris-Saclay. Et Pardon, tout ce que tu as dit est vrai. super, je suis content de ne pas m'être trompé. Et donc, on avait envie de discuter avec toi aujourd'hui des progrès de l'IA, des progrès fulgurants de ces dernières années, notamment, bon, il y a eu des progrès techniques mais qui se sont accumulés sur beaucoup plus d'années que l'apparence visibilité de l'IA depuis à peu près une dizaine d'années, très forte, et notamment en dehors du milieu académique. Et donc, justement, discuter à la fois d'aspects techniques, peut-être d'écart entre ce qu'on en comprend à l'heure actuelle du fonctionnement, de ce que ça permet de réaliser, et puis de comment ça peut interagir avec la société, et puis se poser des questions, donc là je fais vraiment juste une vue d'ensemble, de questions d'application possible pour la société, de soutenabilité de ce type d'approche ou de technologie, et des questions d'éthique, bien sûr. Justement, alors j'aurais voulu commencer avec toi sur ce constat donc, de réalisation extraordinaire de l'IA et en même temps d'un écart qui semble constaté par pas mal de monde entre ce qu'on arrive à faire avec l'IA et ce qu'on comprend de pourquoi ça fonctionne et dans quelle mesure cet écart empêche en partie de bien anticiper comment l'IA interagit avec la société. Est-ce que tu partages ce constat? Oui, mais je pense que ceci est assez ancien. Ce n'est pas à toi que je parlerai de ELISA, le premier programme d'IA de Feigenbaum, si ma mémoire est bonne, qui, avec des trucs extrêmement simples, réussissait à faire croire à son interlocuteur qu'il était compris. Et je pense que ça, c'est une de nos spécificités, supposer qu'il y a du sens, donc où qu'on soit. Et donc, tant que l'IA n'aura pas fait la preuve qu'il s'agit grosso modo, d'un singe et non d'une vraie intelligence artificielle, je crois que les gens y croiront. Et je pense qu'il est difficile aujourd'hui de ne pas parler du chat GPT, qui se présente comme un super Google dans le sens où non seulement il donne les informations, mais il en fait un résumé audible, assez, assez peu conflictuel, ce qui est sa mission. Mais donc il est difficile de ne pas lui prêter de l'intelligence. Et ce qui est paradoxal, c'est que un bon nombre d'amis ont essayé de pousser GPT-Chat, donc le modèle de langage qui vient de sortir il y a, je ne sais plus, il y a avant Noël. Ils ont essayé de le pousser dans ses retranchements pour voir où s'arrêtait, où était la frontière de son savoir. Mais ce qui est très intéressant, et à mon avis, c'est une distinction fondamentale par rapport aux produits technologiques dont on a l'habitude, c'est que le tester, ChatGPT, c'est directement contribuer à le renforcer, c'est-à-dire à combler ses trous. Et si on imagine
que X centaines de milliers de personnes sont en train de le tester et de voir où il se trompe et comment il discute. À ce moment-là, c'est l'entreprise de test qui, à mon avis, est la plus grande qu'on ait connue, que l'humanité a connue. Donc là, nous avons un objet nouveau qui parle et qui répond littéralement à des centaines de milliers de gens qui lui posent des questions, essayant de percer jusqu'où il comprend. Et donc, autant on peut dire quelque chose sur ces trous à l'heure actuelle, autant c'est difficile de dire ce que pourront être ces trous quand ils auront été patchés, justement à l'aide des interactions. Michel, je peux te poser une question technique un peu élémentaire, mais peut-être pas si élémentaire que ça. Donc, moi j'ai bien compris comment fonctionnent, à peu près compris comment fonctionnent les Large Language Models, que je regarde depuis un moment, puisque ChatGPT c'est juste le dernier. Ce que je comprends bien comment on constitue la base d'apprentissage initiale. Donc, on regarde tout ce qu'on peut trouver sur Internet, Wikipédia, etc. On fait tourner la machine. Bon, c'est un processus techniquement assez complexe, mais néanmoins, on voit à peu près comment ça marche. Ce que moi, qui ne suis pas informaticien, ne comprends pas encore bien, c'est comment justement s'effectue cette amélioration en cours de fonctionnement. C'est-à-dire pas en cours d'entraînement initial, mais au cours du fonctionnement, exactement ce dont tu viens de parler, à savoir qu'à mesure que ChatGPT est challenge, poussé dans ses retranchements par les utilisateurs, il s'améliore. Comment s'effectue en gros, n'est-ce pas, comment s'effectue cet apprentissage au cours de l'utilisation avec les utilisateurs? Écoute, je ne suis pas dans le secret de ChatGPT, mais voici la manière dont ça se produit pour des systèmes comparables. Tu as des labellers, donc le rôle du turc d'Amazon, le fait de faire appel à des gens qui étiquettent ce qui se passe, qui est le travail massif et assez ignoré derrière typiquement tout ce qui est la vision. Le même travail peut être appliqué du côté de la production de phrases. Donc, tu pourrais avoir des gens qui étiquettent des phrases comme étant acceptables, bonnes ou bien limites. Et ceci pourrait produire le même effet social par rapport à la production de phrases de la machine qui indique ce qui va être bien accepté ou non de l'auditoire. Dans le cas des erreurs de GPT-Chat, d'abord, si tu veux mon avis, ils ont intérêt à garder quelques erreurs. Le fait de montrer que ce système a malgré tout des pieds d'argile peut être quelque chose de rassurant pour l'humanité, malgré tout. Tu vois, par exemple, le fait, pour prendre un exemple de la façon dont on peut le coincer et dont on pourrait réparer ça. Si on pose la question à ChatGPT, est-ce que Abe Lincoln a bu de l'eau? La réponse est oui. Si on pose la question, est-ce que Lincoln a mangé du pain? La réponse est je ne sais pas. OK. Donc, qu'est-ce qu'on ferait, nous, si on était les concepteurs de ChatGPT? Indiquer que l'eau et le pain sont au même niveau, et ce n'est pas tout à fait exact. Il y a des continents entiers où il n'y a pas de pain. Tu vois? Donc, qu'est-ce que tu vas rectifier là? Si quelqu'un est dans une certaine partie du monde, alors le fait de manger du pain est à peu près aussi probable que de boire de l'eau. Tu vois? Donc, de cette manière-là, tu peux rectifier les contours
de ce que c'est, croit savoir, et de ce que dit, en particulier, ChatGPT. D'accord. Ok, oui, je comprends. Je comprends, merci. Merci. Peut-être j'enchaîne toujours, je ne sais pas combien de temps il faut qu'on passe sur ChatGPT parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais une des choses qui me frappe, pas seulement pour ChatGPT, mais déjà pour les autres systèmes que j'ai regardés un peu, c'est pas tellement que sur un sujet donné, ils arrivent à faire une dissertation à peu près au niveau d'un étudiant moyen qui aurait une mention assez bien, une mention bien chez nous, mais c'est une sorte d'à propos. Je donne un exemple. Mon frère a demandé à ChatGPT quelle est la différence entre la philosophie analytique et la philosophie continentale, qui est un sujet standard. Il a sorti une petite disserte pas mal du tout. Et puis mon frère a dit, mais c'est quand même, bon, merci beaucoup, mais quand même, tu n'as pas du tout parlé de Wittgenstein. Et là, ChatGPT a dit la chose suivante, a dit, ça c'est vrai, ça, je me suis trompé, je m'excuse beaucoup, j'aurais dû parler de Wittgenstein, et puis il sort une petite disserte tout à fait correcte, mais pas sublime, sur Wittgenstein. Et moi, disons, le semblant d'intelligence que je vois là, c'est pas tellement dans la capacité à faire un petit topo sur Wittgenstein ou sur la philosophie analytique, c'est dans l'à-propos de la réponse. Dire, ah ben oui, c'est vrai, j'aurais dû penser à Wittgenstein, je m'excuse, je complète ma réponse précédente. Ça a l'air très intelligent, justement. Et je me demande comment c'est possible, ça, voilà. Écoute, je ne sais pas, et je n'ai pas les connaissances. Maintenant, tu sais, il est très possible que ça soit encore un des méfaits de la chambre chinoise. Si tu patches un certain nombre de réflexes, tu arrives à donner Oui, une impression assez éduquée. Tu vois, et oui, c'est effectivement, ça. le fait de reconnaître ses erreurs, ou le fait de dire ah oui, enfin, de le reconnaître sous cette forme-là, est extrêmement Oui. habile. Oui, tu as raison, ça fait beaucoup penser à Elisa, oui, c'est vrai, tout à fait. Oui. Il a pris l'habitude, oui, quand on lui répond comme ça méchamment dans une objection, il dit ah oui, c'est vrai, désolé, j'aurais dû y penser. Et il va, oui, oui merci, c'est une très bonne explication. Plausible, enfin, on ne sait pas exactement comment ça marche, mais d'accord. Et on est tenté de Merci. penser que statistiquement, peut-être les humains qui ont contribué à tester la machine et donc à l'entraîner, donc à constituer la base d'entraînement, avaient ce type de réponse quand ils avaient oublié de compléter quelque chose, et que c'est peut-être parce que c'est statistiquement très fréquent pour les humains de répondre ce type de réponse que la machine a fini par l'intégrer comme un réflexe, si je comprends bien ce que tu dis, Michel. Oui, ça peut être ça, ou ça peut être le simple fait de dire que quand on vous dit quelque chose et que vous voyez que c'est pertinent, prendre une position, la position que dit Daniel, bon sang, mais c'est bien sûr, excusez-moi. Et en même temps, s'il fallait faire ça pour toutes les situations possibles, ça serait infernal, parce qu'il y aurait des tonnes de situations où il y aurait des codes de réponse qui seraient acceptables. Et donc, ça veut dire que les concepteurs devraient avoir prévu à peu près toutes les situations à l'avance pour que le chat GPT réponde correctement. C'est effectivement, la question est, est-ce que c'est une infinité? D'un autre côté, si tu interagis avec des centaines de milliers de gens, combien de temps te faut-il pour avoir pour avoir un éventail de toutes ces situations? Je pense que là, tu sais, là, on est dans les valeurs extrêmes. Je pense que le nombre de cas dans lesquels il n'a pas la parade va aller s'amenuisant très vite. Et d'un autre côté, je pense, bien entendu, que les concepteurs du système savent que c'est un travail à plein temps. Il n'existe pas par Oui, construction de moment où on va pouvoir se dire ça y est, c'est bon. c'est ça. Tu vois, toutes les fois, grosso modo, ce à quoi je m'attends, c'est que il faille exactement comme au psychanalyste, il faille de temps en temps que le système repasse par des entretiens avec ses concepteurs pour voir s'il y a si on arrive à entraîner le système
dans des boucles, disons, indésirables. Je suis frappé par un élément de la réponse que tu as donnée au début, Michel, sur le fait tant qu'il y aura un écart entre ce que les gens perçoivent, même de magique, de l'IA, et ce qui a été réellement conçu, tant que les gens ne comprendront pas que l'IA est simplement un singe, pour utiliser ta terminologie, ça posera problème. Et donc, même si on anticipe un peu sur les questions d'après, je trouve que c'est important à ce stade de réagir. Qu'est-ce qui, selon toi, permettrait d'inciter les concepteurs à montrer de façon transparente que l'IA était simplement un singe, alors qu'il y a tous ces besoins de vendre l'IA, de démontrer que ça marche, d'impressionner. Tu vois qu'actuellement, le système a des phrases qui est très humble. Je ne suis qu'un lonesome système de conversation après tout, etc. Je n'ai pas la vérité. Et ainsi de suite. Je pense que ça, c'est complètement inopérant. Tu vois, ce sont des protections verbales qui permettent, par exemple, de dire, eh ben non, je ne vais pas vous donner la recette d'un cocktail Molotov, qui suis, je ne suis qu'un malheureux système, etc., etc. Mais, attends, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris le sens de ta question. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce que les concepteurs pourraient faire pour indiquer la différence entre ce singe et un être humain? Je ne suis pas sûre qu'ils aient envie d'indiquer la différence. Ben justement, et comment on pourrait inciter, encourager à le faire si ça semble quelque chose de nécessaire pour l'intégration sociétale? Eh bien, je n'ai pas très approfondi, mais je pense que tu vas justement m'aider à l'approfondir. Donc, le système sur l'AI Act européen, si j'ai bien compris, correspond à une sorte de Nutri-Score de l'IA. Voici des usages qui vont tout à fait bien, voici des usages dans lesquels vous devez commencer à vous méfier, et puis voici des usages qui sont carrément toxiques. Qu'est-ce que ça peut avoir comme effet? Franchement, je ne sais pas. Il me semble qu'une partie des gens a toujours voulu un oracle, que là, on est plus près qu'on n'a jamais été de cet oracle. Et, et je ne sais pas du tout ce qu'il faudrait pour que les gens renoncent à l'oracle. Tu sais, enfin, c'est pas à toi que j'apprendrai ça, mais il y a pas mal d'études sur le rapport justement à l'incertitude et le fait de pouvoir ou non l'accepter. Vivre dans un état d'incertitude, je crois comprendre, et est éprouvant nerveusement. Et une partie de notre économie psychique est justement de bâtir des certitudes et puis de réduire la fatigue, pour réduire la fatigue. Donc, qu'est-ce qui peut convaincre les gens de leur plein gré de renoncer à un tel usage? Franchement, j'en sais rien. Ouais, c'est des grandes questions. Alors, tu as mentionné les AI Act, et donc là, c'est la question de la régulation, et qui est sûrement importante aussi. Et en plus, il y a des questions d'échelle dans les AI Act. Dès que ce sont des très grandes entreprises, des interfaces qui vont toucher un certain nombre d'utilisateurs considérés comme très grands, il faut être beaucoup plus transparent, il faut qu'il y ait davantage de règles. Maintenant, il y a aussi, et tu le soulèves, cette question de aussi communiquer, encourager à ce que les gens considèrent, les concepteurs considèrent eux-mêmes que c'est important de faire cette transparence. Et alors justement, dans quelle mesure cette transparence n'aide pas collectivement à réduire une part d'incertitude et peut-être à faire qu'il y ait une intégration qui pourrait mieux se faire. Je schématise, hein, je simplifie, peut-être qu'on se trompe à penser que c'est ça qu'il faut. Mais si on considérait que c'était ça qu'il faut, est-ce qu'il y aurait à jouer sur ce terrain-là, peut-être dans la formation à l'éthique, à la réflexion sur les conséquences des technologies, des sciences et des technologies qu'on peut développer, dans la réflexion sur, ouais, sur l'apport des sciences à la société. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que les concepteurs
ont une vue d'abord pragmatique. Je pense également qu'ils sont conscients des implications éthiques, mais je ne sais pas dans quelle mesure le fun de faire un système efficace ne l'emporte pas sur l'éthique. Tu vois, c'est quand même malgré tout un jeu extrêmement passionnant de faire un système. Faire un système éthique, avoir le câblage, je ne pense pas que ça soit faisable pour plusieurs raisons, en particulier le fait que peut-être que l'éthique est quelque chose qui varie en deçà selon qu'on est en deçà ou au-delà de la montagne, voilà, en fonction des pays. Mais si tu considères que l'éthique est quelque chose qui se transmet socialement, alors le fait d'interagir avec des tas d'humains et d'avoir des instructeurs qui épluchent ce qu'il faut regarder, à quoi il faut prêter attention dans les milliers de dialogues qui se déroulent, peut être une façon de produire un effet, mais qui, je pense encore, sera un effet singe. Tu vois. Certains propos sont inappropriés, certaines lignes de raisonnement sont dangereuses, etc., etc. Donc évitons-les, mais ça résout le problème, mais éventuellement, on n'est pas sûr qu'on a compris le problème, même si on l'a résolu. Pour rester sur une question d'éthique, dans les échanges qu'on a eus en préparation de cette audition, tu soulevais la problématique de comment empêcher le moteur d'aller n'importe où et du coup d'interagir avec n'importe qui. Et on peut même se demander, est-ce qu'il faut empêcher le moteur d'aller n'importe où, ou est-ce qu'on a besoin de le laisser aller là justement pour apprendre de ses erreurs, et est-ce qu'il faut en même temps accompagner ça d'autres choses, de transparence, de précaution? Qu'est-ce que tu crois qu'on doit faire de ce côté-là? Donc, est-ce qu'il faut empêcher le moteur d'aller là? Eh bien, je pense que oui, c'est un jeu avec un adversaire. Tu vois, par exemple, dans les véhicules autonomes, il est dit que le pire danger pour les véhicules autonomes, c'est que les véhicules conduits par un humain meurent d'envie de taquiner ou éventuellement plus méchant, de mettre en difficulté le véhicule autonome. Et donc, ils font des tas de niches. Tu vois, en particulier, un des points qui est difficile, c'est arriver à s'insérer dans la ligne quand tu arrives, quand tu sors de te garer ou bien quand tu arrives sur l'autoroute. Et les utilisateurs humains peuvent, peuvent être assez durs pour tester la machine. Donc, le fait que on doive mettre des barrières est indissociable du fait que on peut penser qu'il existe une partie des joueurs, des humains, qui ont envie de voir ce que le ChatGPT peut faire de pire. Et je crois pas qu'on puisse, je crois pas qu'on puisse aller contre. Je crois pas non plus qu'on puisse filtrer les interlocuteurs du système. Et donc, à partir du moment où il y a cette petite griffe du diable qui est qu'est-ce que je vais pouvoir lui faire dire aujourd'hui? Eh bien, non, je ne pense pas qu'on puisse le laisser en liberté et évoluer tout seul. Ok. Daniel, avant que je relance sur une question un peu plus scientifique ou technique, est-ce que tu avais envie de rebondir sur ces aspects ou de poser une question dans ce domaine? Non, ce qui d'habitude, c'est un peu, je suis dans une position un petit peu curieuse vis-à-vis
de ces Large Language Models, donc ChatGPT et les autres. D'habitude, je suis plutôt critique de l'IA et je dis l'IA, oui, bon, mais en fait, c'est beaucoup moins. Voilà. Et donc, ma sympathie va de manière naturelle aux gens, à la Emily Bender et tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent dans l'interview, l'idée que ChatGPT n'est pas vraiment intelligent, c'est une sorte de singe, etc. Mais moi, je continue de penser qu'il y a quelque chose de très mystérieux dans la manière dont un système qui a été entraîné sur un paradigme simplement de bouchage de trous, de complétion d'un mot manquant ou d'un fragment de phrase manquant, arrive malgré tout à produire des réponses intelligentes en combinant, fais-moi donc, je ne sais pas moi, un conte de fées dans le style de Shakespeare en introduisant des éléphants roses ou je ne sais quoi. Je continue d'être mystifié en quelque sorte par cette capacité et je ne suis pas entièrement sûr en quelque sorte qu'il suffise de dire que ChatGPT est une sorte de singe. Voilà. D'habitude, normalement, je devrais m'en contenter, vu disons, ma façon un peu mon attitude déflationniste personnelle par rapport à l'IA, mais j'avoue que je n'y arrive pas tout à fait dans le cas des modèles de langage. Mais cela dit, c'est juste pour pousser éventuellement à mon tour Michel dans ses retranchements, parce que c'est les idées de Michel qui nous intéressent aujourd'hui. Voilà. Mais tu sais, le fait de dire qu'un singe, c'est un singe, les singes aussi sont intelligents. Tu vois, le problème est quelle est la nuance entre les deux. Mais il y a quelque chose qui a mystifié les humains depuis très longtemps, c'est la mémoire. Tu te souviens, bref, dans Le Rouge et le Noir, tu as Julien Sorel qui a une mémoire édétique et qui est capable, de se sortir d'embarras en pêchant des fragments de Xavier de Maistre, ou je ne sais plus exactement qui étaient les auteurs de l'époque, enfin, et ceci va lui donner une réputation d'intelligence énorme. Et ici, tu vois l'intelligence du singe et de retrouver dans une mémoire énorme quels sont les fragments appropriés. C'est ça, oui. Oui. Donc, j'essaye de voir s'il y a quel est l'antipode de cette quel est l'antipode de cette capacité d'esprit. Tu vois, donc, grosso modo, avec une excellente mémoire et le fait, et ça c'est beaucoup, le fait de savoir quel fragment est approprié dans quel contexte, je dirais qu'on peut s'en sortir dans 95% des cas, en donnant l'impression d'être très intelligent, non pas au sens du singe, mais au sens humain. Qu'est-ce qui est aux antipodes de, disons, cet esprit de système? Tu pourrais dire que c'est le fait de faire des mots d'esprit. Tu vois, on pourrait dire par exemple, est-ce que il va pouvoir repêcher et adapter, mais est-ce qu'il va pouvoir plaisanter? Est-ce qu'il va pouvoir, tu vois, faire de l'esprit au sens où c'est notre vision un peu probablement idéalisée des cours monarchiques. Et mon impression, c'est que, assez grise, mon impression, c'est que le système pourrait aussi. Tu vois, le fait de faire des traits, je comprends tout à fait bien que personne ne s'y lance parce que je crois que le marché n'est pas fort grand. Mais je ne suis pas sûre qu'un singe ne saurait pas, là aussi, s'en tirer très bien. Donc, qu'est-ce qui n'est pas du ressort du singe?
C'est voilà la question. Quelle fraction de notre temps nous exerçons cette autre capacité? Mon impression, c'est que cette fraction du temps, elle est extrêmement réduite. Et je sais pas, tu vois, je sais pas qui l'utilise. Les politiques quand ils décident d'une stratégie? Est-ce qu'ils ont besoin de cette intelligence, non singe? Peut-être même dans n'importe quel corps de métier, quand des Ouais. spécialistes d'un sujet, d'un savoir-faire, extraient des règles un peu générales à se rendre compte que dans plusieurs situations, finalement, la solution qu'ils ont trouvée était du même type et essayent d'en abstraire l'essence, ce qui est commun à ces situations. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est mis en œuvre par des algos comme ChatGPT dans le domaine du langage à l'heure actuelle. Attends, sur la capacité de généraliser, on peut leur faire confiance. Parce que tu vois, encore une fois que tu as un univers, assez de données, tu peux faire le singe de manière efficace et convaincante. Là où tu as besoin d'autre chose, c'est quand tu veux généraliser au-delà des données que tu as, ou quand tu veux accéder aux autres, disons, barreaux de l'échelle cognitive, typiquement le raisonnement, des interventions ou du contrefactuel. Ça, je ne pense pas encore, je ne pense pas qu'il en soit là, mais je pense que clairement, ce sont les nouvelles frontières. Et ce qui est très intéressant, c'est le fait que parmi les systèmes qui sont capables de prédire, donc de répondre à ce qui est comme d'habitude, il y en a une fraction infime, donc de mesure nulle, qui est capable de répondre à ce qui se passerait en cas d'intervention. Et le même taux de chute, énorme, s'observe entre les systèmes qui sont capables de prédire ce qui se passerait en cas d'intervention, de préconiser des interventions, et les systèmes qui sont capables de raisonnement contrefactuel. Voici ce qui se serait passé si on n'avait pas fait ça. Tu vois. Donc à chaque barreau de cette échelle qui fait intervenir l'imagination et le fait de jouer avec la réalité comme si on pouvait revenir sur le passé et refaire le film. Je pense que ces capacités sont énormes pour la conception, qu'on s'en sert assez peu dans la vie de tous les jours, que c'est la nouvelle frontière pour les systèmes d'IA, et en particulier, c'est quelque chose d'essentiel si on veut que les systèmes se mettent, au lieu de répondre à nos questions qui sont ce qu'elles peuvent, si on veut que le système puisse répondre aux questions qu'on adresserait à un oracle, c'est-à-dire que faut-il faire pour obtenir tel résultat. Donc là, il y a encore énormément de marge, mais avec les possibilités, les dangers augmentent dans des proportions exponentielles.